d'Amandine Chambellan. Je vous souhaite la bienvenue à Mountain View, Californie, le siège de la maison Google. Nous l'appelons le Googleplex. Allons-y pour la visite guidée. Rien que sur ce campus, nous avons 3 restaurants différents, avec plusieurs sortes de nourriture. Des sushis, des légumes, des pâtes asiatiques, sandwichs, salades, soupes, nourriture indienne ou végétarienne. Des terrasses de café, des scooters, des terrains de volley-ball. On se croirait un peu dans un club de vacances. Et pourtant, il n'en est rien. Nous sommes au siège d'une des sociétés les plus puissantes au monde, Google. Sur plusieurs hectares, au cœur de la Silicon Valley, un vaste complexe, symbole d'une réussite éclair. À l'origine de l'histoire, 2 jeunes étudiants en informatique, Larry Page et Sergey Brin. En moins de 8 ans, les 2 copains de fac ont bâti un empire qui pèse aujourd'hui plus lourd que Coca-Cola. Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. 250 millions de requêtes chaque jour. Un produit incontournable. L'histoire commence sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, non loin de San Francisco. À quelques kilomètres de la ville, au cœur de la Silicon Valley, la prestigieuse université de Stanford. Un cadre unique, une ambiance décontractée et sportive. Pourtant, seuls les meilleurs sont admis à étudier ici. Stanford a même ses stars, comme David Philo, le père de Yahoo. Et c'est donc à Stanford que 2 jeunes étudiants en informatique se rencontrent. Nous sommes en 1995, ils n'ont alors que 22 ans. Sergey Brin, issu d'une famille d'émigrés russes, arrive aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Extraverti, c'est très tôt un génie des mathématiques. Larry Page, quant à lui, est plus timide, plus discret. Son père est l'un des pionniers de l'informatique. Et c'est dans ce bâtiment que le duo va révolutionner l'Internet. Terry Winograd était leur professeur et selon lui, Larry et Sergey se distinguaient déjà à l'époque des autres étudiants. Larry et Sergey ne correspondaient pas vraiment à l'idée qu'on peut se faire de l'informaticien type. Ils n'étaient pas du genre timide, distant, ce qu'on peut facilement imaginer pour quelqu'un qui passe sa vie devant un ordinateur. Mais c'était vraiment des scientifiques dans leur façon de tout aborder, d'aborder leur vie personnelle, financière, d'un point de vue toujours très technique. Ils étaient vraiment uniques parmi les autres étudiants, parce qu'ils savaient exactement où ils allaient. Je pense qu'ils étaient vraiment très intelligents, comme le sont tous nos étudiants ici, mais ils avaient une dimension supplémentaire. Déterminés ? Une vraie détermination et la passion de ce qu'ils faisaient. Donc ici, tous les étudiants en thèse partagent leur bureau. D'ailleurs, Larry faisait partie de ce bureau-là. En fait, on a laissé son nom, mais à l'envers. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour le moment. Il est officiellement encore inscrit comme étudiant ici. Il n'a jamais fini ses études. Il n'a jamais fini ses études? Non, il est parti pour créer son entreprise. Ni l'un ni l'autre n'ont obtenu leur diplôme et pourtant, à l'époque, ils allaient jusqu'à dormir dans leur bureau. Avant, le lit était là, mais on l'a enlevé. Et si les 2 amis dormaient au bureau, c'est qu'ils avaient une idée fixe. Créer un moteur de recherche permettant de trouver rapidement des informations parmi les millions de pages du web. À Stanford, le culte Google est de mise. On garde fièrement les objets de Larry et Sergey comme autant de reliques. Et si leur premier ordinateur construit à base de Lego peut faire sourire, Terry Winograd, lui, savait qu'il allait changer le cours de l'histoire. La clé de leur succès, c'est d'avoir vraiment compris qu'il fallait utiliser la technologie pour avoir des réponses rapides et exhaustives. L'idée de recherche sur Internet était dans l'air du temps, bien sûr. Mais mémoriser toutes les pages du web et offrir une réponse en une fraction de seconde, ça, c'était vraiment nouveau. Larry et Sergey l'ignorent encore, mais Google va en quelques années révolutionner la vie de milliards d'individus. Pour le moment, pourtant, personne ne prend vraiment les 2 étudiants au sérieux. Journaliste au Washington Post, David Wise est le biographe officiel de Google.
Ils avaient un problème. Personne ne voulait payer un copec pour la technologie qu'ils avaient développée et dont Stanford avait la paternité. Personne ne voulait y investir un centime. Alors ce qu'on leur a dit, c'est « Écoutez, si vous croyez vraiment à votre idée, si vous avez la foi, allez-y, lancez votre société, parce que vraiment, personne d'autre ne croit en cette idée, personne ne croit en vous. » Un homme va pourtant croire en eux, un de leurs professeurs à Stanford. Cet homme d'affaires s'appelle David Cheriton. Et ce millionnaire, visionnaire, décide en 1998 d'investir 200 000 $ dans le projet de Larry et Sergey. Je pense que c'est leur technologie qui m'a convaincu. Le web grossissait très vite à l'époque et les autres moteurs de recherche étaient incapables de fournir des résultats corrects. Ce que Larry et Sergey avaient trouvé avait une valeur inestimable. En plus, ce n'était pas qu'une idée, ils avaient déjà construit le moteur de recherche en question. David Cheriton permet aussi à Larry et Sergey de rencontrer l'un des personnages les plus influents de la Silicon Valley, le milliardaire et fondateur de Sun System, Andy Bechtolsheim. Si je me souviens bien, Larry et Sergey ont débarqué, ils avaient un petit ordinateur portable avec eux pour faire une démonstration de Google. Et Andy est arrivé avec sa Porsche, il s'est garé devant chez moi, ils lui ont fait une petite démo devant l'entrée de ma maison, et ils ont commencé à expliquer comment ils pourraient faire ça avec quelques ordinateurs usagés et que ça ne coûterait pas très cher. Andy est retourné à sa voiture, il a attrapé son chéquier et il a fait comme ça un chèque de 100 000 $ qu'il leur a tendu. Et ils ont dit « Mais on n'a pas encore de société, on n'a même pas un compte en banque. » Andy leur a dit « Eh bien les gars, vous l'encaisserez quand vous l'encaisserez. » Le 7 septembre 1998, la société est Ford. Elle prend part à l'aventure Google dès les premières heures. C'est la première employée et à 20 ans la plus jeune du groupe. Aujourd'hui, elle est vice-présidente de la société. Ils ont passé un temps fou à chercher le nom parfait pour leur société. Ils rendaient tout le monde fou à Stanford avec ça. Et un soir, ils ont eu l'idée d'utiliser un nombre. 1000.com, million.com, milliard.com. Et soudain, Sergey s'est souvenu que le plus grand nombre qui existe, ça se dit Google. Et Google, ça s'appelle G-O-O-G-O-L. Mais Larry et Sergey ne savaient pas les plaies. Ils se sont trompés dans l'orthographe du nom de leur société. Donc pendant quelques heures, ils ne savaient même pas qu'ils avaient fait une erreur. Et c'était une bonne erreur. Oui, c'était une bonne erreur. Google a un nom, reste à lui trouver un logo. Larry et Sergey font le choix de la sobriété. Contre toute attente, c'est cette simplicité qui fera le succès de Google. Seule fantaisie autorisée, les animations ponctuelles du logo, tout droit sorties de l'imagination fertile de Dennis, la star du graphisme chez Google. Le premier changement de logo, en fait, c'était pour le festival de Burning Man, qui a lieu chaque année dans le désert. C'est un genre de Woodstock artistique. Et Larry et Sergey, qui y allaient, voulaient faire savoir à leurs internautes qu'ils seraient partis quelques jours. Alors ils ont dessiné un bonhomme sur le logo. Je vais vous montrer. Donc si vous avez le logo comme ça, ils ont rajouté un bonhomme. C'était très simple, c'était juste un bonhomme. Ça, c'est Burning Man. Oui, c'est le symbole de Burning Man. Et tout le monde savait ce que ça voulait dire à l'époque. Depuis, la tradition veut qu'une cinquantaine de logos soient inventés chaque année pour différents événements. Celui-ci, c'était il y a quelques temps pour la fête de la musique. Ça, c'est pour l'anniversaire de Monet. J'ai changé le graphisme du logo. Et ça, c'était pour l'anniversaire de Van Gogh. En attendant le succès, Larry Page et Sergey Brin installent leur société dans une petite maison qu'ils louent dans la ville de Menlo Park, non loin de Stanford. Google n'est alors qu'une start-up comme on en compte des centaines à l'époque dans la Silicon Valley.
C'était complètement dingue. J'essaie de me rappeler, mais dans mon souvenir, il y avait même des ordinateurs dans la salle de bain. Ils utilisaient la maison vraiment de la cave au grenier. Et je priais pour que les propriétaires ne voient pas ce qui se passait dans cette maison avant qu'on ne déménage ailleurs. La société a des moyens limités et ne compte que quelques employés. Et comme dans toutes les nouvelles entreprises surfant sur la vague de l'Internet, l'ambiance y est plutôt jeune et décontractée. C'était très marrant à l'époque. La société était vraiment très petite. On était très désorganisés, ce que nous sommes peut-être toujours aujourd'hui. Mais on avait une vision très claire de ce qu'on voulait réaliser pour le monde en termes de recherche et d'organisation de l'information. Et très vite, Google s'impose. En l'espace de 18 mois seulement, il devient le moteur de recherche le plus utilisé par les internautes, détrônant Yahoo, AltaVista ou encore Lycos, pourtant plus ancien. Tout le monde utilise Google, des milliards de gens à travers le monde. Ces deux gars-là ont une idée, ils ont trouvé un nom, ils l'ont mal éplé et c'est devenu un verbe. Je veux dire, vous iriez, vous, à un rencard sans chercher le nom de la personne sur Google? Google, nouveau chouchou des internautes. Nous sommes en 2001 aux Webby Awards, sorte de cérémonie des Oscars pour le web. C'est la consécration pour Larry et Sergey. Les petits étudiants en informatique peuvent bien désormais se prendre pour des rois du monde. Mais comment expliquer le succès fulgurant de ce moteur de recherche? Pour avoir la réponse, nous sommes allés voir un de leurs anciens concurrents. C'est à Palo Alto que réside un des pères fondateurs de l'Internet, le créateur d'AltaVista, Louis Monnier. Il est français et, ironie du sort, il travaille aujourd'hui chez Google. Il y a un algorithme qui est utilisé, donc c'est le fameux PageRank. C'est cet algorithme qui utilise l'espèce de connaissance qui est dans le web. Donc quand quelqu'un met un lien d'un site vers un autre, c'est une espèce de vote. Ça dit « ce site me paraît intéressant ». Et PageRank, ça utilise ça pour trier les bons sites, ceux qui ont beaucoup de votes, de ceux qui en ont moins. Et ça fait toute la différence. Un moteur de recherche comme AltaVista, au début, les gens étaient impressionnés parce qu'ils disaient « Waouh, je tape ça, je trouve 1,5 million de résultats, c'est extraordinaire ». Un an plus tard, ils disaient « Je tape ça, j'ai 1,5 million de résultats, j'arrive pas à trouver les bons, il y en a trop, il y a trop de pagaille au début, où sont les bons résultats ?» Et l'algorithme de Larry et Sergey permettait de trier dans tout ça, d'éliminer tous les trucs qui avaient très peu de valeur de façon extrêmement efficace. Et c'est ça qui a fait toute la différence du point de vue, je dirais, produit. Un algorithme dont la formule est aujourd'hui plus secrète que celle de Coca-Cola. Tout ce qu'on sait, c'est que Google est une puissance informatique hors norme qui permet d'indexer 8 milliards de pages du web. Récemment, la société a dû investir 1,5 milliard de dollars dans la construction d'un immense complexe tenu secret et destiné à stocker des centaines de milliers de serveurs qui font toute sa force. Ils ont l'ordinateur le plus puissant du monde aujourd'hui, parce qu'ils ont presque 1 million de serveurs reliés les uns aux autres à travers le monde et fabriqués sur mesure dans le plus grand secret au Googleplex. C'est probablement le secret le mieux gardé concernant Google. Mais quand vous utilisez le moteur de recherche, c'est gratuit. Alors comment la société parvient-elle à générer autant d'argent? Tout simplement grâce à la publicité. Une publicité discrète, bien loin des bannières tapageuses et qui a révolutionné le marché. Pour comprendre comment Google arrive à générer cet argent, il faut comprendre ce qui existait avant. Il y avait des publicités basées sur un vieux modèle. Des grosses compagnies payaient beaucoup d'argent pour mettre des publicités qui ennuyaient tout le monde. Google a trouvé un autre modèle qui est beaucoup moins ennuyant. C'est un modèle de publicité extrêmement ciblée. Donc, un très grand nombre de petites boîtes, petites, moyennes ou grandes, mais énormément de petites, littéralement la pizzeria du coin, peuvent se payer un tout petit budget de publicité qui leur donne accès à exactement aux gens qui seraient intéressés par leur publicité. Donc, disons que je cherche une maison d'hôte à Aix-en-Provence pour passer des petites vacances. À gauche, les résultats normaux. À droite, les liens publicitaires qui correspondent exactement à l'objet de la recherche.
Mais ceux-là ont payé pour apparaître en vitrine sur la première page qui s'affiche, comme cette chambre d'hôte du sud de la France. Particularité du système, elle ne paye que si vous cliquez sur son site. Elle paye Google chaque fois que quelqu'un clique sur la publicité pour visiter le site. Seulement. Seulement. C'est pas pour être dans le système, c'est à l'utilité, je dirais. Grâce à ce système, les revenus de Google cette année s'élèveront à plus de 9 milliards de dollars. « 19 août 2004, 6 ans seulement après sa création, Google fait son entrée en bourse. Une entrée fracassante. Le cours de l'action s'envole. Fixé à 85 $, il double en moins de 4 mois. Aujourd'hui, la société vaut 140 milliards de dollars. C'est plus que Coca-Cola. Wall Street, le temple du capitalisme, a trouvé ses nouveaux héros. Et les médias célèbrent ceux dont les noms sont devenus synonymes de succès planétaire. Mais il en faudrait plus pour assagir les Google Guys. À l'époque, Larry et Sergey font scandale en accordant un entretien exclusif au très sexy Playboy Magazine. Un pied de nez à l'establishment, histoire de cultiver l'image décalée de Google. Du coup, on s'est retrouvé avec des avocats de Wall Street feuilletant le Playboy Magazine pour s'informer sur Google, tout en se rinçant l'œil. Cool, jeune, sexy. Pour le rédacteur en chef de Forbes Magazine, l'image véhiculée par Larry et Sergey est aussi l'une des clés de la réussite de leur société. Ils sont devenus milliardaires. Et maintenant, ils valent 30 milliards de dollars à eux deux. Et ils sont célibataires. Regardez les anciens lions de la Silicon Valley. Bill Gates, par exemple. Il est brillant, très riche, c'est l'homme le plus riche de la planète. Mais le prix qu'il paye pour ça, c'est qu'il est complètement coincé. Il est bizarre, c'est pas quelqu'un à qui vous avez envie de ressembler. Vous aimeriez avoir son argent, mais vous n'aimeriez pas lui ressembler. Alors que ces gars, ils sont cool, ils sont chics, ils s'habillent tout en noir, leurs muscles dépassent de leurs t-shirts moulants, ils sortent avec des femmes absolument sublimes. Ah oui, vraiment? Ah oui, et c'est une autre raison de vraiment les envier. Leur vie privée fait même parfois la couverture des journaux. 26e et 27e fortune mondiale, Larry et Sergey, deux petits étudiants en informatique, sont devenus, en moins de 8 ans, de véritables rockstars. Ils ont plein d'argent, ils n'ont plus besoin de travailler pour vivre. Et c'est un autre point intéressant à propos de ces morbus d'affaires. Ils n'ont pas besoin de bosser une journée de plus dans leur vie et pourtant, ils sont toujours là, au travail 12 heures par jour. Ils veulent contrôler le monde, ils veulent le conquérir. Contrôler le monde tout en cultivant une image cool. Au siège de Mountain View, où travaillent 3000 employés, le management à la californienne est décliné à l'infini. Nous retrouvons notre guide officiel du Googleplex. Il s'appelle David Crane, c'est l'un des plus anciens employés de la boîte. Il est aujourd'hui directeur de la communication. Quand nos employés viennent travailler, c'est important qu'ils aient accès à de nombreux services pour avoir une vie équilibrée et être productifs au travail. Un des services que nous leur offrons, par exemple, c'est dans un camion, là-bas. C'est le coiffeur. Voilà, c'est le coiffeur officiel de Google. Et voici Roth, mon collègue, qui s'offre une coupe de cheveux. Voilà, on dirait bien que c'est une coupe très courte. Pourquoi je me fais couper les cheveux ici? Parce que c'est très pratique. Je viens en vélo, en scooter, je me fais couper les cheveux, je retourne vite au boulot. Depuis les premiers jours de la société, depuis plus de 6 ans, nous proposons déjeuner et dîner à nos employés gratuitement. Google paye pour ça. Comme ça, nos employés sont contents, ils n'ont pas d'efforts à faire pour trouver à manger et ils restent productifs et heureux. Découverte du Pacific Café, spécialisé dans la nourriture asiatique. Comme vous pouvez le voir, Google a des dizaines de cuisiniers talentueux. On les appelle les techniciens de l'épicurien.
Un environnement agréable, une nourriture gratuite et équilibrée. Loin d'être anecdotiques, ces conditions de travail sont au cœur de la réussite de la société aujourd'hui. Après le repas, direction la salle de gym. Exclusivement réservée aux Googlers, comme on les appelle ici. C'est gratuit pour les employés. Il y a des entraîneurs personnels pour répondre aux questions et assurer la sécurité. Mais quand travaille-t-on ici? Les gens ici travaillent tout le temps en réalité. Certains sont là 24 heures sur 24 en fait. Et la liste est longue des services offerts gracieusement par la société à ses employés. Médecins, salle de massage, espace de repos et de détente, mais aussi espace de jeu. Objectif, accroître la productivité des employés et leur engagement dans la mission sacrée et un brin mégalomane que s'est fixé Google, rendre le monde meilleur et organiser l'information à l'échelle universelle, excusez du peu. Et dans les bureaux, là aussi, rien n'est laissé au hasard. Donc vous voyez, on est dans la section internationale de la société avec tous les petits drapeaux. Et voici le bureau d'un de mes associés. Il s'appelle Meng. Meng est la mémoire de la maison. Chinois d'origine, il photographie toutes les célébrités de passage au siège. Et bien entendu, les deux stars du lieu, vénérées par les employés, Larry Page et Sergey Brin. Quand je suis arrivé en Amérique, mes amis m'ont donné ça. Et ils m'ont dit « Bienvenue en Amérique ». Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 6 ans, ça fait longtemps maintenant. Et c'est sympa de travailler à Google? Vous plaisantez, c'est le meilleur boulot au monde. Parfois, je me dis que je suis mort et que je suis au paradis. Mais pour entrer au paradis, la sélection est très rude. Chaque année, Google organise un grand concours mondial de programmeurs. L'an dernier, 15 000 candidats y ont participé, mais seuls quelques-uns ont gagné leur place au soleil. Nous avons un processus de recrutement très sélectif. Un candidat a en moyenne 5 à 8 entretiens. Et nous vérifions absolument tout sur lui. Parce que nous voulons être sûrs que Google embauche seulement les meilleurs des meilleurs. Résultat de cette sélection impitoyable, la société fourmille de nouvelles idées et propose en permanence de nouveaux produits. Exemple, le fameux Google Earth, lancé l'an dernier, et qui vous permet de faire le tour du monde depuis votre écran d'ordinateur. Il a déjà séduit 100 millions d'utilisateurs dans le monde. L'inventeur de ce programme s'appelle Chikai. Il fait partie de ces petits génies qui font la force de Google. Google Earth vous permet de surfer sur la planète, d'être un routard virtuel et de voir différents endroits du monde. On peut taper par exemple Tour Eiffel et vous volez depuis l'espace vers la France, depuis la France vers Paris, et en vous approchant, vous voyez la Tour Eiffel. L'ambition des créateurs de Google est sans limite et cela commence à leur poser des problèmes. Comme avec la dernière innovation en date, Google Print ou le projet de scanner 15 millions d'ouvrages pour constituer une bibliothèque virtuelle accessible en ligne. Un projet qui fait grincer des dents, notamment à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Jean-Noël Jeannet, président de cette institution, soutient certains éditeurs français qui ont récemment attaqué Google en justice. Avec une incroyable effronterie, ils se sont emparés des ouvrages sous droit qui ne leur appartiennent pas, ils les ont mis en ligne et ont commencé de les mettre en ligne en disant aux éditeurs « ça va vous faire plaisir, n'est-ce pas? Ça va vous faire plaisir, vous pourrez en vendre davantage. Si par hasard vous n'êtes pas content, dites-le nous, on les retirera. » Eh bien ça c'est de la contrefaçon, c'est violer la propriété littéraire. Je crois que ça a été une grave erreur de la part de Google et que ça a contribué à un effritement de son image. En France, le groupe La Martinière s'est lancé dans la bataille juridique. À l'étranger aussi, plusieurs éditeurs ont porté plainte contre Google, notamment en Allemagne et aux États-Unis.
Combien de temps encore les nouveaux maîtres du monde pourront-ils garder l'image cool qui a fait leur succès? Dernièrement, plusieurs affaires ont écorné leur image de marque. Dernière en date, la Chine. Nous sommes le 25 janvier 2006. La société annonce officiellement son implantation en Chine. Pékin a bien entendu posé ses conditions. Les pages en chinois seront mises sous surveillance et Google accepte. Le numéro 3 va même jusqu'à justifier la censure. C'est important que Google opère à travers le monde entier, en suivant les cultures et coutumes locales. Il y a de nombreux cas où des informations ne sont pas autorisées par certaines lois ou traditions. Et nous avons pris la décision de respecter ces lois et coutumes locales. Et voilà ce que ça donne. Si vous tapez Tiananmen sur le site français, vous obtiendrez les photos mondialement connues des chars chinois écrasant la révolte étudiante de 1989. Mais sur le site en chinois, vous ne trouverez que de jolies cartes postales de la place Tiananmen. Une décision inacceptable pour l'association Human Rights Watch qui a lancé récemment une campagne de boycott de Google. Google, dont le principe fondateur était jusqu'ici « Don't do evil », littéralement « ne faisons pas de mal ». Au début, ils disaient qu'ils ne voulaient pas y aller parce qu'ils ne voulaient pas cautionner un régime autoritaire. Quelques années plus tard, ils décident de concurrencer Microsoft et d'être les plus forts sur le marché. Et ils ont choisi d'aller en Chine, quel qu'en soit le prix à payer. Et quel est le prix à payer? Le prix, c'est qu'ils ont pris le chemin de la censure. Ils ne sont pas censurés comme Microsoft l'est ou certains défenseurs des droits de l'homme en Chine peuvent l'être. Non, c'est eux qui exercent la censure. C'est une décision incroyable pour une société spécialisée dans Internet et la liberté d'information. Des critiques qui n'entament pas vraiment la toute-puissance de Google, devenue à travers le monde la première source d'information sur Internet. En 8 ans, la jeune start-up, devenue géant de l'Internet, a connu la croissance économique la plus rapide de l'histoire. Et les jeunes patrons ne cachent plus leur ambition, ils veulent désormais construire un empire et remplacer Microsoft sur vos ordinateurs. De Stanford à Wall Street, un long chemin parcouru en un temps record par de petits génies de l'informatique qui ne comptent pas s'arrêter là. La saga Google ne fait peut-être que commencer.